Mes chers compatriotes, ici Ben Moubamba, nous sommes le jeudi 19 juin 2025 et je viens en sage, je l'espère, vous parler du thème que je vous ai annoncé. Il s'agit donc, dans un premier temps, de reprendre le thème du film de Philippe Maury, un grand cinéaste gabonais qui nous a quittés malheureusement en 2016 dans l'indifférence générale. Ainsi meurent les grands esprits de ce pays. Ainsi se perdent les mémoires et les identités du Gabon d'une génération à l'autre. Et donc ce titre de film était « Les tam-tams se sont tus ». Les tam-tams se sont tus au Gabon, c'est ce qui explique le crime. Je dis bien le crime. Le crime de Monsieur Son Excellence le Président, entre guillemets, Brice Clotaire Oligui Nguema, le crime théologico-politique contre le Gabon, contre les populations gabonaises, contre les déguerpis de Plénoreti et contre la nation gabonaise qui est tournée vers une aspiration fondamentale, c'est-à-dire vivre enfin une vie normalisée, une vie normale, autant pour moi, sur une terre enfin normalisée. Mais permettez-moi de prendre une pause pour bloquer un marabout qui s'appelle Isaac Sawado, un enfant de la malédiction qui vient dans le vaudou. Sur cette page, il vient comme un Isaac Sawado. Quand ils viennent comme ça, ils viennent avec des sorts. Ils utilisent le réseau social pour essayer de lancer des sorts, mais je connais leur stratégie. C'est pour ça que je le maudis déjà et je lui dis que ces commentaires sur cette page sont déjà nuls et de nul effet. C'est un sataniste vaudouiste envoyé pour commenter afin de maudire, et bien que tes malédictions reviennent vers toi, monsieur Isaac Sawado. Tu fais des commentaires ici, mais comme un sorcier. Tu n'es qu'un sorcier, tu n'as rien à faire ici. Et je maudis tes paroles, elles sont nulles et de nul effet dans ton vaudougan. Isaac Sawado, tu parles sur ce site, tu es un démon. Quant à Freddy Oruo qui dit, toi-même tu étais ministre de l'Habitat, tu as fait quoi? Ben, tu n'as qu'à faire mieux que moi, à devenir quelqu'un. Tu as un bangala, c'est-à-dire une puissance entre les jambes. Ce n'est pas juste pour coller les petites, mais c'est pour essayer de faire quelque chose de ta vie. Et pas de traîner et de parler comme une femme qui n'a pas de courage. Et toi-même, tu étais ministre de l'Habitat, tu as fait quoi? Ça, tu n'es pas un homme quand tu parles comme ça. Et c'est ça le problème du Gabon. Elle n'a plus, ce pays, cette nation n'a plus d'hommes courageux, qui tentent, qui essayent de faire quelque chose. Donc, que ce soit clair et net, je viens aujourd'hui vous parler des tam-tams qui se sont tus au Gabon. Ces tam-tams qui se sont tus ont permis à monsieur le président, entre guillemets, Brice Clotaire Oligui Nguema, de commettre un crime, je dis bien un crime théologico-politique, et je vous expliquerai pourquoi. Un crime théologico-politique contre les déguerpis de Plénoreti et contre la nation gabonaise qui n'aspire qu'à une chose fondamentale, vivre une vie normale sur une terre enfin normalisée. Dans mon propos de ce soir, le 19 juin 2025, je vous parlerai de trois choses comme à mon habitude. D'abord, de mon expérience en tant que ministre, vice-premier ministre en charge de l'habitat, de l'urbanisme, du cadastre, ainsi de suite. Autant dire que je connais le dossier.
Je vais vous révéler un certain nombre de choses ce soir. Et ensuite, je vous parlerai de ce que M. Oligui Nguema a posé comme acte de la gravité, de ce que cela signifie, de ce que vous n'entendrez jamais. Je vais vous le révéler dans un deuxième temps. Et je terminerai mon projet ou mon propos de ce soir en vous parlant, pour terminer, des solutions, des pistes de ce qu'il faut faire pour régler le problème des déguerpis de Plaine Oretti, Libreville, Gaza, comme disent certains. Et j'en profiterai à cette occasion justement pour faire des propositions, puisqu'il ne suffit pas de critiquer, il s'agit aussi de proposer. Mes chers compatriotes, comme vous l'avez vu, alors que le président, entre guillemets, président légal, même s'il y en a qui n'aiment pas qu'on l'appelle comme ça, mais c'est une réalité, il y a un président légal à la tête du Gabon sur la base d'une constitution inique, satanique, diabolique, mais c'est comme ça, il est le président légal. Monsieur Oligui Nguema s'est donc rendu début juin à Malabo pour aller signer des accords secrets avec le président de la Guinée équatoriale, monsieur Obiang Nguema Senior, puisqu'il y a Obiang Nguema Junior. Il s'est donc rendu là-bas, il y est resté au moins peut-être 3 jours au moins, si ce n'est pas 4, alors même que tout le monde sait qu'il a vendu l'île de Mbagné, l'île de Cocotier, l'île de Konga, qui ne porte pas de nom d'Équato ou de Guinée équatoriale, mais bien des noms de Mpongwe. Hein. Konga, c'est Mpongwe, Cocotier, c'est français, Mbagné, c'est Mpongwe Benga. Je ne vais pas revenir sur le crime de haute trahison dont il est soupçonné d'avoir voulu dealer la terre du Gabon avec un pays voisin pour sécuriser son pouvoir. Bonsoir à ceux qui suivent le live, bonsoir JM Dit. Merci d'être ici et de sécuriser ce live qui est attaqué, mais ils perdent leur temps, ceux qui attaqueraient ma page. Elle est sécurisée depuis la Californie, depuis les bureaux de Facebook, donc vous ne pouvez rien me faire, messieurs les manipulateurs, les apprentis hackers. Donc, il se rend déjà là-bas, on le soupçonne d'avoir trahi la terre du Gabon, il se rend en Guinée équatoriale. Et de là-bas, on apprend que les engins, accompagnés des forces de défense et de sécurité, sont en train de casser des milliers de Gabonais derrière l'Assemblée nationale de Libreville, capitale du Gabon, et que les gens n'ont même pas été prévenus. Il reconnaîtra d'ailleurs plus tard que c'est lui-même qui a donné l'ordre de casser parce que son ancien Premier ministre, Raymond Donsima, aurait lancé cette affaire de déguerpissement des populations qui auraient été indemnisées. Allez, on y va, le monde entier est au courant, c'est sur les réseaux sociaux. Un Camerounais se fait arrêter, les gens voient leurs biens, leurs maisons, tout est détruit. Et voilà que Oligui Nguema commence son magistère par la destruction, je dis bien la destruction des biens et des maisons des gens qui ont voté pour lui. Enfin, il semble, à presque 95%, il les remercie, comme ça, comme si quelqu'un lui avait soufflé à l'oreille un mauvais conseil. Si tu veux démontrer aux gens que tu as du pouvoir, tu as de l'autorité, il faut y aller. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Et ça, ce n'est pas comparable avec mon action en tant que vice-premier ministre en charge de l'habitat. Je vous en parlerai dans un instant. Donc, il casse tout, il met les gens à la rue, et c'est comme ça qu'on découvre des vieillards. Il y a même eu des décès, hein, crise cardiaque, AVC, des femmes, des nourrissons, des enfants, des étudiants, des élèves passant le bac. Tout le monde est à la rue, et on le verra plus tard de nuit, comme une chauve-souris, revenir sur les lieux du crime, comme tout assassin dans les films policiers, s'asseoir au coin du feu et
recevoir une bande de déguerpis, entre guillemets, tout à fait soumis, comme des traumatisés, masochistes, qui acceptent la douleur et aiment leur bourreau. Il recevra d'ailleurs, quelque temps plus tard, un groupe de déguerpis, et on saura par un audio qui va fuiter qu'il leur dira, là-bas, à la présidence, que lui, il l'a cassé, vous êtes des voyous, vous vous êtes installés sur le terrain de l'État, eh bien, on va vous chasser, on va vous déguerpir, et puis on va faire une commission. Quand on fait une commission, c'est pour enterrer une affaire. Bonsoir à toutes et tous ceux qui viennent suivre ce live. Il va donc, notre cher président Oligui Nguema, Romaric, Josué, c'est toi, il va donc humilier les représentants des déguerpis, leur dira qu'il n'y a pas à discuter, vous savez tous ce qui a été fait là-bas, on a humilié les Gabonaises et les Gabonais à l'occasion de cette audience qui a eu lieu dans la salle du Conseil des ministres. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi, c'est en dehors des normes normalement de la République. Quand on veut recevoir des personnes pour un problème social, comme ça on ne les reçoit pas dans l'instance de décision, des plus hautes décisions de l'État gabonais. C'est pas là qu'on doit les recevoir, il y a d'autres salles pour les recevoir. Mais ça, c'est une parenthèse que je fais. Oligui Nguema, vous savez ce qu'il a fait. C'est pour ça que je viens vous parler ce soir, parce que les tam-tams se sont tus au Gabon. Philippe Maury avait raison. Les gens qui se sont retrouvés à la rue n'ont eu pour seule visite d'hommes politiques. Mon meilleur adversaire, nous sommes de la même génération, on se connaît très bien, avec Claude Billy-Bizet, nous nous sommes beaucoup combattus, mais je suis quelqu'un d'objectif. Je reconnais que c'est le seul homme politique qui s'est rendu sur les lieux et qui a trouvé 3 avocats pour défendre les déguerpis, et c'est une chose dont il faut le féliciter. Même si je veux adoucir ce que je viens de dire à son sujet en disant que dans ce combat politique que nous menons pour la nation, les avocats ne serviront à rien parce que vous avez validé constitutionnellement le despotisme d'Oligui Nguema, la dictature, c'est-à-dire la concentration des pouvoirs, la non-séparation des pouvoirs. Le président de la République au sein de l'exécutif, c'est Brice Clotaire, Oligui Nguema, et ça c'est normal, mais il est anormal qu'il soit aussi le Premier ministre, c'est-à-dire le chef du gouvernement, sans qu'il y ait une séparation des pouvoirs pour limiter le pouvoir dictatorial d'un seul homme. Quand on présidentialise une constitution, on doit mettre en place des contre-pouvoirs, notamment dans l'appareil judiciaire et au Parlement, où sont les représentants du peuple, pour que tout le monde ne soit pas soumis à un seul individu, parce que, comme le dit le philosophe Pascal, il n'est pas normal qu'un seul être humain domine d'autres êtres humains. Il faut être sans illusion sur la nature du pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas la domination, le pouvoir, c'est le service. Mais si vous êtes en même temps comme Oligui Nguema, chef de tout et responsable de rien, vous êtes en train de créer les conditions de traiter la nation comme des animaux. C'est ce qu'on a vu à Plaine Oretti. Ce qu'on a vu à Plaine Oretti, et c'est le premier thème de mon propos d'aujourd'hui, c'est la matérialisation de l'effondrement de l'État gabonais. La matérialisation de l'effondrement de l'État gabonais. Moi, je suis... Bonsoir, Mélanie Mengom. Je suis un être humain, j'ai fait des bonnes choses dans ma vie, j'ai fait des erreurs, mais il y a une chose que je me reconnais à moi-même. C'est que j'ai toujours cherché à servir. Je n'ai jamais cherché à me servir, même en faisant des erreurs en tant qu'humain. C'est parce que j'ai toujours voulu servir cette nation convenablement que je suis
même entrer dans le gouvernement pour aller voir ce qui s'y passait. Peut-être qu'il était temps pour moi d'abandonner la veste d'activiste pour essayer de servir mon pays convenablement sans voler l'État gabonais. Et ça, tout le monde me le reconnaît. Sans tuer quelqu'un, sans me salir les mains avec des gens qui faisaient des choses abominables. C'est pour ça que je suis très touché par la parole de Martin Luther King. Il disait « Quand mon tour viendra », c'est-à-dire quand le jour de ma mort arrivera, disait Martin Luther King, ne dites pas que j'étais ceci, j'étais cela, que j'étais docteur en ceci, docteur. Dites Martin Luther King a tenté d'aimer. Dans toute mon action politique, au-delà de mes erreurs, je suis un être humain. J'ai connu des belles choses, j'ai connu des humiliations, des vexations, des condamnations, j'ai tout vécu, mais dans ce chemin, j'ai essayé de me purifier et de monter vers la lumière. Je dois dire que de mon expérience, au sein du gouvernement, j'ai vu l'État gabonais commencer à s'effondrer parce que aucun de ces individus avec lesquels j'ai travaillé, je n'ai vu personne qui aimait ce pays. Comme si, sur cette terre gabonaise dans laquelle on marche, sur laquelle on construit nos bicoques, cette terre qui nous a donné la vie, c'est comme si ceux qui sont supposés être des ministres, c'est-à-dire des serviteurs de l'État, eh bien, ils n'avaient pas leur placenta enterré sur cette terre de telle sorte qu'on ait envie que cette terre soit belle et merveilleuse. Et moi, lorsque, il y a quelques semaines ou quelques mois, j'ai maudit Ali Bongo, c'est parce que j'ai vu, lapsus, parce qu'Ali Bongo, c'est comme Oligui Nguema, c'est pareil. C'est comme si chacun, il semble même que Oligui Nguema peut-être même porter le masque en silicone d'Ali Bongo. Bref, il était son commandant en chef de la garde républicaine. Mais j'ai vu, ce que je voulais dire, c'est que je ne me souviens pas de cette expérience que j'ai eue au gouvernement, d'avoir rencontré un homme qui aimait ce pays. Tous ne cherchaient qu'à s'enrichir. Tous ne cherchaient qu'à gagner de l'argent. Tous, la plupart, ne pensaient qu'à leurs intérêts. Et moi qui ai pris le risque d'intégrer la tanière des panthères noires du Gabon, la tanière des sorciers politiques, j'ai vu la haine qu'ils avaient à mon égard parce que justement je n'étais pas comme eux, j'étais propre. Il y en a parmi eux qui, pour arriver au poste de simple ministre délégué, avaient déjà tué père, mère, cousin, frère, sœur, ils avaient déjà posé des actes immoraux dans les mœurs, ils avaient déjà fait des choses horribles, ils avaient déjà mâché des clitoris, ben, je ne veux pas en exagérer, je ne veux pas dire des choses trop horribles à entendre, ils avaient déjà commis des crimes, leur travail c'était aller dans des pratiques sales et douteuses, tout ça pour rester toujours au sein du Conseil des ministres, au sein de l'appareil d'État. Et toi, Mobamba, tu arrives là comme quelqu'un, comme une colombe blanche, et puis tu veux nous commander. Tu es tout de suite comme ça, vice-premier ministre, et même Ali Bongo, c'est comme s'il a peur de toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Et donc, il y avait de la haine. Et quand je vois ce qui se passe au Gabon à travers les déguerpis, je ne vais pas revenir sur la manière dont j'ai été nommé en tant que vice-premier ministre, en charge donc des affaires foncières. Si je vais en parler, des terres du Gabon. Oui, t'as dit Moulungu, moi, vous savez, et si le pouvoir du Gabon avait remarqué que j'avais des mains sales, ou j'avais volé quelque chose, ou commis des crimes, ils auraient sorti les services de renseignement, ils auraient sorti. Moi, on m'a nommé vice-premier ministre en charge de l'habitat parce qu'on savait que j'étais un humanitaire à la base, journaliste, intellectuel, universitaire, docteur, 2 fois, humanitaire. J'avais fait beaucoup de missions humanitaires et
J'étais né, et ça je n'en ai pas honte, je suis né dans un bidonville de Libreville. Je descends d'une famille royale Pounou, mais la résistance de ma famille à Mwabi a fait que pratiquement tout le monde est mort. Tout le monde est parti en diaspora gabonaise. Et j'ai atterri dans un des quartiers les plus horribles du Gabon. J'ai été enfanté, ma mère m'a conçu à Lambaréné, à l'entrée de Lambaréné, le village qu'on appelle Moussamoukou. Quand vous entrez à Lambaréné, c'est mon père, le fils d'un chef de terre, d'un roi traditionnel de Mwabi, qui n'a pas voulu prendre la succession de son père. Il est parti comme Mouvatu Kumba, aller travailler avec les Blancs. Il a fini à Lambaréné, chez les Adouma. De par son père, il était allié aux Adouma, donc les Badumbi, pour nous. Ils lui ont donné un terrain, c'est lui qui a créé Moussamoukou. Quand vous entrez à Lambaréné, toutes ces terres sont à moi, de par mon père. Et j'ai encore une maison là-bas, et la maison où j'étais conçu était là, et mon père y est enterré. Je l'ai enterré là, lorsque les bêtes comme un Gabonais se sont moqués de moi en 2017 à ma sortie du gouvernement, parce que j'allais rendre hommage à mon père qui m'a conçu à cet endroit avec ma mère. Cependant, à 7 mois de grossesse, ma mère est partie pour Libreville. La famille s'est disloquée et mon père a épousé une femme par la suite. Et moi, je suis né au quartier de la Sorbonne, Garoutière. Un quartier horrible, dans un endroit où il y avait des inondations tout le temps. Et quand il y avait des inondations dans notre maison, ma mère, pour que je ne me noie pas, à 2 ans ou 1 an, elle me mettait sur une armoire pendant que toute la maison était inondée. Donc la misère et la pauvreté, je connais. Cependant, ma mère m'a toujours dit, ne te fie pas aux conditions de ta naissance, tu es un roi, tu es un prince et tu es une étoile. Donc, parmi les enfants qu'Oligui Nguema a mis à la rue, des enfants, il ne sait pas quelles sont les étoiles du Gabon de demain qui l'a traumatisé. On se moque des gens parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont nés dans une maison en planche, une bicoque, mais vous ne savez pas le nombre de génies que la providence divine envoie sur cette terre pour que ces êtres-là deviennent des étoiles, des intelligences, des dieux avec un petit d qui permettent à la race humaine de progresser. Ne vous fiez pas aux conditions de votre naissance gabonaise, gabonais. Vous êtes des êtres exceptionnels et c'est bien parce que vous êtes des êtres exceptionnels qu'on essaie de vous casser, de vous briser, de vous humilier, de vous traiter de moins que rien. Moi, j'ai regardé sur la page Facebook aujourd'hui de l'activiste Thibaut Adjatis, qui n'a jamais été mon ami, qui m'a même sérieusement attaqué et humilié. Mais je ne lui en veux pas, c'est de bonne guerre. Quand on veut s'engager dans le combat politique, il faut accepter d'être critiqué. Si on vous critique, que vous n'acceptez pas, c'est qu'il ne fallait pas faire ce travail. Donc je ne lui en veux pas. C'est vrai que j'ai regardé une vidéo sur sa page qui m'a touché, où on voyait un homme, un Gabonais, qui vient dire à sa femme qui se sépare de lui parce qu'il va sortir avec la voisine, et son enfant lui dit, et il demande à son garçon de venir avec lui. Et ce garçon répond à son père, « Non, je ne viens pas avec toi. » Et il insulte son père en disant, « Ton bangala. » Ton bangala, c'est-à-dire ton pénis, ton phallus. C'est une phrase choc que les gens connaissent bien au Gabon, mais ne la prenez pas pour une phrase impolie. Quand on te dit « ton bangala », en fait, on te met au défi, c'est-à-dire on te dit ta puissance. Avant de pointer les autres, avant de dire un tel, toi tu étais au gouvernement, toi tu es ici, toi tu es machin, mais toi-même, sais-tu que tu es un être exceptionnel, que ton âme s'est incarnée sur terre pour une mission. Tu ne peux pas vivre une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue comme un animal, comme un moins que rien. Au Gabon, il y a un système qui a été établi depuis 1968, c'est le management des âmes par la misère. Les hommes perdent leur puissance, ils perdent leur bangala et ils pensent que
Le phallus, c'est juste pour aller coller les petites, aller coucher les filles. Le phallus, le bangala, c'est le signe qu'un homme a de la puissance, il a de l'avenir. Il est une étoile, il a une énergie. Cette énergie qui descend par la kundalini, c'est-à-dire par la couronne, par l'aura, par la colonne vertébrale jusqu'aux organes sexuels, avec toutes les portes énergétiques qui sont dans le temple du corps, qu'on appelle aussi les chakras. Les chakras. Il y a 7 chakras. Il y a un chakra au-dessus de la tête, qu'on appelle le chakra de la couronne. L'âme arrive par là depuis le soleil. Vous pouvez croire à tous les trucs de religion, moi-même je suis religieux, mais il ne faut pas croire en Dieu comme des dungurus, comme des débiles, parce que la foi depuis l'Égypte, c'est de la science. C'est pas juste de la bêtise, oh je crois, et puis on est en train de te raconter des conneries dans ton temple de pierre, et puis là, tu donnes tes dîmes, tu crois comme un idiot, tu ne progresses pas dans ta vie, et tu fais toujours les mêmes prières, tu as toujours les mêmes maladies, les mêmes problèmes, tu n'avances pas. Mais Dieu t'a donné une intelligence comme un parachute, hein? Pas le parachutiste qui a raté son saut le jour de la prestation de serment de Oligui Nguema. L'intelligence, c'est comme un parachute dans ta vie. Si tu ne l'ouvres pas à temps, tu es mort. Tu tombes, tu t'écrases. Tu peux crier « Ah, Jésus, 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 mon Jésus, sauve-moi, sauve-moi ». Non, non. Dieu ne t'a pas donné une intelligence pour rien. C'est comme un parachute. Si tu ne l'ouvres pas et que tu dis « la Bible, la Bible, la Bible, le chapelet, les cantiques, bah, tu vas t'écraser. Tu vas avoir une vie pourrie. Malgré tes cris, malgré tes prières, mais Dieu ne va pas t'aider parce que tu es paresseux, parce que tu ne veux pas faire marcher ton intelligence. C'est pour ça que je le répète, moi je suis né dans les mêmes quartiers qu'Oligui Nguema déteste, qu'il veut casser. Parce qu'il a dit à des gens à la prison, je vais casser tout Libreville. Et je vais voir ce que vous allez me faire. J'ai vu l'effondrement de l'État gabonais parce que j'étais dans ce gouvernement. Parce que j'ai vu, je suis entré au cœur de la bête comme Jonas, dans le ventre du Léviathan, dans le monstre marin qu'on appelle le Dahomey. Dahomey, le Bénin s'appelait avant Dahomey. Dahomey, ça veut dire le ventre du python. Et moi, je dis le cul de l'ontologie. Ce que ma mère appelait le Mundunga. Le même nom que le vice-président. Le trou. Il y a un petit imbécile heureux qui est venu m'insulter tout à l'heure sur ma page Facebook en disant « Où est de ton trou où tu te caches ?» Mais tu es fâché que que les tueurs qui sont en métro n'aient pas réussi à me tuer. Ils ne me tueront jamais. Je dis clairement à Oligui Nguema, Mundunga et tous les pounous là, je connais tous vos trucs, tout ce que vous faites, je suis au courant de tout. Mais vous prenez des risques en m'attaquant parce que tous ceux qui m'ont attaqué, vous avez qu'à regarder autour de vous. Ils sont tous tombés. Vous ne pouvez rien me faire tant que je viens au nom du Seigneur comme David devant Goliath. Je suis un David bantou. Je n'ai qu'une fronde. Mais si je dégaine ma fronde, vous ne pourrez pas rester debout. Ça, je préfère, vous êtes prévenus. Continuez de vous amuser avec mon nom. Mais sachez que vous ne pouvez rien me faire. Oui, Noé da Silva. Ce sont les Dungurus, les idiots utiles qui ont cru que Séraphin Mundunga, parce que soi-disant, il a trahi Ali Bongo pour aller vers Jean Ping. On ne sait pas pourquoi il a fui en 2016. Mais vous voyez bien qu'il n'a pas changé. Aujourd'hui, comme le dit Noé da Silva, le trou de l'ontologie, le Mundunga, le Dahomey, le ventre du python, le cul du Léviathan, dans lequel on veut enfermer les Gabonais tout le temps, c'est-à-dire dans les quartiers sales, le management par la misère, où tu vis dans ma chibichos, mélangé aux excréments sataniques. Ce Mundunga qui porte le nom du cul de l'ontologie, du Dahomey, il a refusé l'entrée au Gabon à Kémy Séba, l'ami soi-disant de Privan Ngomo et du professeur Grégoire Biogo. Vous avez suivi l'intervention de Kémy Séba qui n'a pas précisé que je fais partie de ceux qui l'ont prévenu que s'il venait au Gabon, s'il tentait de venir au Gabon au-delà des menaces de Mundunga,
on allait bien l'empoisonner au Gabon avec le Novichok russe qu'ils ont acheté. Le polonium, le foie de la panthère. On allait bien l'empoisonner comme on a empoisonné à Yaoundé au Cameroun, le professeur Omutunde, le grand génie de l'Égypte, le grand génie africain, noir, des sciences égyptiennes. Donc, j'ai vu l'effondrement de l'État gabonais en entrant au gouvernement et en devenant le vice-premier ministre en charge de l'habitat, des terres, du cadastre. Moi qui étais né à la Sorbonne Garoutière, qu'on appelle dans le monde occulte, on va vous tromper, on va vous mettre des suppositoires, on va vous manipuler, on va vous dire, oui, le quartier là s'appelle la Sorbonne. Mais ce sont des mots masqués pour vous dire que, en fait, en réalité, c'est une manière de vous dire que le quartier là, attention, il y a des puissantes entités là-bas. Les entités, c'est ce qu'on appelle des anges. Et il y a deux sortes d'anges, des anges déchus et les anges fidèles à Dieu. Et en général, selon la manière dont ils sont là, ce n'est pas des croyances. Ce sont des êtres extradimensionnels parce que le monde n'a pas qu'une seule dimension. Nous sommes ici, nous les humains, dans la dimension, la troisième dimension, et nous voyons le monde en 3D, c'est-à-dire la largeur, la longueur et la profondeur. C'est ça, les trois dimensions de l'être. Mais il y a d'autres dimensions. C'est pour ça qu'une Gabonaise a chanté une belle chanson, a inventé une belle chanson chrétienne où on dit « Il a élevé les dimensions, il a élevé les dimensions ». C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le Christ a rassemblé toutes les dimensions visibles et invisibles pour les sauver, pour leur donner un nouveau sens. Et ça, si vous allez dans les églises avec comme des dungourous, comme des idiots, on ne va rien vous dire, on va juste vous manipuler pour que vous soyez des esclaves de salon, des esclaves entubés, des soi-disant esclaves faussement libérés. Donc, on ne sait pas ce qui se passe avec le Gabon, mais on ne veut pas, il y a des gens qui ne veulent pas que le caractère exceptionnel des Gabonais, qui sont des êtres exceptionnels, on ne veut pas qu'ils deviennent ce qu'ils doivent devenir. Donc on doit les maintenir dans le famlakwa, comme on dit au Cameroun, dans le caca ontologique, dans le cul de l'ontologie, dans le daromé, dans le vaudou-gang. C'est pour ça que la première personne qui a commenté sur ma page, c'était quelqu'un du vaudou. Je connais leurs habitudes. Quand ils viennent écrire comme ça des commentaires, ils ont d'abord invoqué leur truc de vaudou. Et quand ils viennent, ils posent leurs commentaires, je sais qu'ils m'envoient des sorts. Mais ça repart vers eux. Et ceux qui ont déjà essayé de me jeter ces sorts-là par le numérique, ils m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Ça n'a jamais marché. C'est revenu vers eux, ils ont eu plein de problèmes. Donc, l'effondrement de l'État gabonais que vous voyez là, c'est ce qui a été montré à Plénoriti. Et ça passe par la destruction des mémoires, la destruction de l'identité, la cassure du pays, le déracinement de ces enfants qui n'ont plus de terre, on appelle ça des nègres errants, comme des fantômes, des âmes errantes. Ils sont morts, ils sont errants. Ils sont errants, oui, le caca ontologique, qu'on appelle aussi dans les... Vous savez, toutes les terres du Gabon, il y a un combat qui se passe au Gabon exceptionnel. Et si vous connaissez, si vous savez décrypter les mots, vous savez que la Sorbonne, c'est Isoro Obon, le con de la grenouille. Et la grenouille, c'est le symbole d'une entité. Quand tu vis à la Sorbonne, dans la saleté là, avec toutes les communautés qui sont venues de tous les pays, vous vivez dans la merde, dans le con de la grenouille, dans la Isoro Obon. Les femmes comprennent bien ce que je veux dire. Oh, c'est la Sorbonne, mais on est en train de vous manipuler. Et vous êtes là, oui, j'habite, moi je suis né à la Sorbonne. Je suis né à la Sorbonne et je sais ce que j'ai vu là-bas. Et je suis un miraculé parce que on me respecte dans le monde entier. À Moscou, on m'a proposé, à l'université d'État de Moscou, on m'a proposé une chaire pour que je reste là et que je serve la Russie. Parce qu'on reconnaît que je ne suis pas n'importe quoi. Il n'y a qu'au Gabon qu'on va se moquer d'un grand esprit comme moi. Mais dans le monde entier, qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé?
Mais j'ai toujours répondu, je reviendrai quand j'aurai fini mon combat pour le Gabon et quand je serai à la retraite. Je reviendrai peut-être finir mes jours en Russie, mais pour l'instant, je dois repartir. Pourquoi? Parce que je dois montrer que ta famille peut avoir été massacrée sous la coloniale, comme ça a été mon cas, de ma grand-mère, arrêtée par la milice coloniale, enceinte de ma mère, qui est née à Masanga, Chibanga. Tout ça parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour se faire humilier par les colons. Et comment je suis conçu à Lambaréné, et comment je nais à la Sorbonne Garoutière, qui est le con de la grenouille, le con de l'entité, qui ne veut pas laisser les Gabonais évoluer. Mon placenta est enterré là, à la Sorbonne Garoutière. Et si un jour Oligui Nguema était venu à la Sorbonne Garoutière pour dire « Je vais vous casser de là », là où ton placenta est enterré, où tu as conçu tes enfants, où tu as vécu tes rêves, tes souffrances, tu as vieilli, on vient comme ça, on te casse. Merde! J'ai envie d'insulter Oligui Nguema, mais il est président, je ne vais pas le faire. Merde! Comment les Gabonais peuvent accepter des choses comme ça? Et vous êtes là comme des masochistes? Ah, monsieur le président, on vous a vu, oh pitié, Yama. Mon sang de bonsoir! Ton Bangala! Il est où? Jeune Gabonais, homme Gabonais. Ton Bangala, il est où? Et si quelqu'un vient faire une grève de la faim au même endroit où on t'a chassé, tu dis, mais, oh, il fait une grève de la faim, c'est un rigolo. Moi, j'ai maudit Oligui Nguema, pas la personne, je n'ai rien contre lui, je ne le connais même pas. Je l'ai croisé de temps en temps et je connais un peu sa vie. Mais j'avais déjà vu tout ça quand j'ai dit, Oligui Nguema, je te maudis. On a dit, oui, Moubamba, c'est un jaloux, il maudit les gens parce qu'on ne l'a pas appelé. Mais moi, j'en ai rien à foutre même de vos conneries du Gabon, excusez-moi, hein. Je peux réussir dans le monde entier, voyons. Je suis, sans me vanter, le seul spécialiste africain de ce qu'on appelle le problème théologico-politique. Même les Iraniens peuvent me consulter en ce moment, les Israéliens, les Russes, les Américains. C'est le thème du moment. Le problème mondial qui nous emmène à la guerre, à la troisième guerre mondiale, c'est un problème théologico-politique. Et je suis le seul Africain spécialiste de cette affaire. À part ça, il y a des Juifs, des Israéliens, des Américains et tout ça, machin. Et on croit que moi j'ai besoin de venir forcément au Gabon. Je veux venir au Gabon parce que j'aime mon pays, parce que j'aime ma famille, j'aime mes racines. Mais il n'y a rien au Gabon. Vous avez détruit ce pays. Le pays est mort. Il faut que nous retrouvions le sens de la patrie, du nationalisme, de l'amour de cette terre, qu'on ne peut pas venir détruire parce que les gens sont dans des bicoques. Le Gabon est comme une femme qui est en train d'accoucher d'un monde nouveau, d'un Gabon nouveau, et puis il y a un bandit qui arrive, qui dit « je suis policier », ou « je suis ton mari, je suis policier, je sors la ceinture, je dois te bastonner, te casser vite, tu dois accoucher l'enfant là, je te frappe, tu n'es rien ». Est-ce qu'on peut frapper une femme qui est dans les douleurs de l'accouchement? Non. On ne peut pas frapper une femme qui est en train d'accoucher. Le Gabon est en train d'accoucher de quelque chose. On ne peut pas frapper les gens. Moi, j'ai vu cette destruction du Gabon quand j'étais au gouvernement et je vais vous révéler maintenant des choses que j'ai déjà écrites, mais je vais en parler pour la première fois oralement. Liban Souleymane m'écoute. Liban Souleymane, qui dirigeait le plan stratégique Gabon émergent, il était aussi directeur ou chef de cabinet d'Ali Bongo, vint me voir un jour dans mon bureau de ministre. Et il me dit, monsieur le vice-premier ministre, bon, ces gens-là, quand ils viennent comme des sorciers, ils vous flattent d'abord, ils vous racontent plein de flatteries. Il vous dit, alors il me dit, savez-vous comment on fait pour devenir riche? Comment vous pouvez faire pour devenir milliardaire, comme nous tous? Je lui dis, dites-moi, monsieur le chef de cabinet. Il me dit, ben c'est simple, tu es le patron des terres du Gabon. Ben, tu vends les terres dans des partenariats publics-privés avec des hommes d'affaires. Ils te donnent de l'argent en douce. Et puis on se partage, tu me donnes ma part, tu donnes sa part à Ali Bongo.
Et moi, je lui ai répondu, oui, comme ça, la DGR, les services de renseignement, vont noter tous les détournements que Moubamba a fait. Et lorsque je vais ouvrir la bouche un jour, vous me sortez les dossiers et vous m'envoyez en prison. C'est ça votre plan? Eh bien, monsieur Liban Souleymane, non merci, je ne le ferai pas. À partir de ce jour, je savais que j'étais désormais sur la liste de la mort. La liste de la mort du groupe de Liban Souleymane et de tous les Bilibizé, tous mes ennemis, Ali Akbar Odanga, malheureusement le Premier ministre, Issa Senghor, qui est mort après, avait rejoint Yves Fernand Manfumbi. Un jour même, Rosa Tanga, secrétaire général de la présidence, ou passant par le directeur de l'ANUTTC, la fameuse agence qui gère les terres, hein, on me demande de signer, de contresigner un décret du président Ali Bongo consistant à vendre les sources de l'Ogooué dans le Haut-Ogooué. Si le ministre de l'Habitat ne signe pas le décret, ne contresigne pas, le décret n'est pas valable. Mais je dis à Komezogo, qui était le directeur de l'ANUTTC, vous pouvez lui demander, c'était un grand commis de l'État. Je dis, mais on ne peut pas vendre les sources de l'Ogooué à Gagan Gupta, le boss d'Olam. C'est là les sources de l'Ogooué. L'Ogooué, c'est la colonne vertébrale du Gabon. Toute l'énergie du Gabon circule à travers ce fleuve qu'on appelle l'Ogooué. Si moi je contresigne en tant que patron des terres, gestionnaire des terres, si je contresigne ce décret, ce document, mais je vends mon âme au diable, je vends le Gabon. J'ai refusé de signer, de contresigner ce décret qui consistait à vendre les sources de l'Ogooué à Olam, à Gagan Gupta. Il est toujours au Gabon, allez lui demander. J'ai refusé. J'ai refusé. Et à partir de là, on a encore inscrit mon nom sur homme à abattre avant sa sortie du gouvernement. L'aéroport qui ne sort jamais de terre. J'étais chargé d'élaborer le plan de la construction de cet aéroport. Chaque fois que mes services travaillaient sur ces terres et cet aéroport, tout en préservant les intérêts de ceux qui habitaient par là, eh bien, quand le document allait chez Noureddine Bongo Valentin, le fils d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo, ainsi que l'ami de Gagan Gupta, le patron de l'Olam, on raturait les plans, les travaux, on n'était pas d'accord, on changeait. On allait dire à Ali Bongo, ouais, Moubamba c'est un orgueilleux, il ne veut pas signer, il est contre toi, il ne veut pas, il veut pas, il est ingérable, il n'est pas sérieux. Gagan Gupta voulait des choses que moi je ne pouvais pas accepter. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été viré, détruit, humilié, traité de tous les noms, presque mis en état de mort cérébrale jusqu'à ce que Dieu me libère de cette mort. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ce que vous avez vu à Plénoreti, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu que les gens n'aimaient pas la terre gabonaise, ils n'aimaient pas les mémoires, ils n'aimaient pas l'identité de ce pays. Il fallait absolument faire des maquettes, faire des plans stratégiques Gabon émergents, mais derrière, faire le fonds gabonais pour l'investissement stratégique. Mais vous ne savez pas où va cet argent parce qu'il n'y a pas au Gabon de politique financière. Il n'y a pas au Gabon de plan. Il n'y a pas une stratégie économique, par exemple en matière financière. Pourquoi les gens sont pauvres et vivent dans des bicoques? Je vais vous le révéler maintenant. Et on vient vous dire, oh, les terrains appartiennent à l'État, foutez le camp, c'est moi qui commande, c'est de votre faute si vous m'avez voté, vous n'avez qu'à aller vous faire voir, c'est moi le chef, c'est moi le président, j'en ai rien à foutre de vous, pardonnez-moi l'expression.
Pourquoi y a-t-il cette situation? Mais c'est très simple, mes chers compatriotes. Le problème du Gabon, c'est que les gens n'ont pas d'argent. Et c'est une stratégie, ça s'appelle le management par la misère. Les gens sont des mendiants. Vous êtes des mendiants permanents. Et vous devez rester dans cet état de mendiant, d'esclave et de mendiant. Quelqu'un qui peut se faire humilier, une femme qui peut se faire forniquer pour un morceau de pain, pour 500 francs CFA, pour 15 euros, pour 10 $. Ce n'est pas de votre faute. On vous réduit à rien. Quand j'ai vu les gens qui étaient désespérés, des jeunes, notamment un qui était en caleçon bleu, ça m'a frappé. Il était presque en érection. Il cherchait sa puissance entre les jambes, mais il ne savait pas quoi faire contre ces gens armés jusqu'aux dents. D'autant plus qu'il se sentait seul. Je connais ce sentiment de se sentir seul face aux forces de défense et de sécurité. Je l'ai vécu à Rio le 7 août 2009 lors de la première campagne présidentielle à laquelle j'ai participé. J'ai vu la sortie des forces de première, de deuxième, de troisième catégorie avec la peur que ça représente. Il faut du courage pour entrer en érection, mais pas dans le sens sexuel, pour avoir une force de l'âme pour dire « je résiste ». Je l'ai vu ça, moi, le 7 août 2009, quand nous avons manifesté pour qu'Ali Bongo, ministre de la Défense, abandonne son poste. Et cette manifestation avait été violente. Vous m'avez vu crier à Rio. J'ai dit, les tam-tams se sont tus. J'avais déjà dit ça. Où sont les archevêques? Où sont les acteurs de la société civile? Où sont les intellectuels? Et vous remarquez que cette fois-ci encore, à part Billy Binzé, qui n'est pas mon ami, mais dont je salue l'action d'être venu à Plénority et d'avoir parlé aux gens, de leur avoir proposé des avocats. À part cette personne, avez-vous vu l'archevêque de Libreville? Non. Avez-vous vu les prêtres? Non. Avez-vous vu les pasteurs des églises éveillées protestants? Non. Avez-vous vu des imams? Non. Avez-vous vu des grands esprits, des intellectuels, des chefs traditionnels, des ngangas, des chocolats des filles, pour lui donner un peu d'importance? C'est une façon de parler? Non. Vous êtes seul. Et tant que vous n'aurez pas compris que le peuple a le pouvoir, il doit sortir du régionalisme, du tribalisme, du côté nord, sud, est, ouest, à ce moment-là, vous allez changer les choses. Même si une personne meurt, même si des gens meurent, vous n'allez pas pleurer ça pendant 10 ans. Ceux qui meurent dans la révolution meurent. Ça, j'ai compris ça en Russie. Quand j'étais en Russie, j'ai demandé à une de mes amies, j'ai dit, mais pourquoi vous les Russes, malgré tout ce que vous avez vécu, vous restez toujours fort, vous restez toujours résilient? Et cet ami peintre m'a dit, écoute, Imhotep, Ben, chez nous on a une règle dans la résilience. Ceux qui meurent, meurent. Ceux qui vivent, vivent. C'est ça la résilience. Ce sont les Russes qui ont payé le prix lourd pour libérer l'Europe du nazisme, même si les Américains sont venus mentir à travers des films, nous avons libéré l'Europe. Non. Il y a eu 500 000 morts dans l'armée américaine, mais il y a eu 27 millions de Russes qui sont morts. 27 millions qui sont morts dans un pays qui était à bout de souffle, que Hitler voulait réduire à rien du tout. Donc tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est pas nouveau. Ce sont des gens qui sont habitués à la souffrance, à accepter qu'il y a des morts, il y a des mains, mais il faut se battre, il faut pas baisser, faut pas baisser la tête. Faut pas accepter les choses. Ah oui, monsieur le président, ah oui. Mais je suis venu la nuit, je suis venu vous voir, on a dit que je suis pas venu. Ça, c'est Oligui qui parle. Ah non, monsieur le président, on vous a... Mais c'est ridicule, c'est honteux, mon Dieu. Vous n'avez pas de Bangala. Et cet imbécile qui dit passe Thomas, passe ton bilan, mais tu as un Bangala, deviens déjà ministre de l'Habitat. Passe Thomas, si tu n'es pas déjà capable de devenir député ou conseiller, ou juste chef d'études, c'est pas toi qui peux venir me demander quel est ton bilan de ministre de l'Habitat. Tu sais ce que c'est? D'occuper ce genre de poste? Va leur demander à tes amis Oligui et tous les autres qui m'ont empêché
de mettre en marche tous les milliards que je suis allé chercher à l'étranger pour construire 10 000 logements par an, va aller leur demander, vous qui êtes des esclaves à perpétuité, des bêtes comme un Gabonais qui a accepté de vous faire torturer sans réagir. Allez leur demander, je n'ai pas besoin de me justifier. I know who I am, comme on dit dans la chanson. I know who I am, je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de me justifier devant vous. Faites mieux que moi. Vous avez un bangala comme moi entre les jambes. Vous avez une puissance. Essayez de faire votre parcours. Moi, je ne me suis pas prostitué pour devenir. Je me suis battu. Je n'ai pas eu de parrain. Je n'ai tué personne, je n'ai bu le sang de personne. Je n'ai commis aucun crime rituel. Je suis devenu ce que je suis devenu tout seul. Parce que ma mère m'a toujours répété que tu es un prince pour nous. Tu es un roi, ne laisse personne t'humilier parce qu'il y a ceci ou cela. Tu es un grand. Voilà comment les parents doivent parler à leurs enfants. Ça s'appelle des prophéties auto-réalisatrices. Ce n'est pas la manière dont vous élevez les enfants, vous allez coucher les petites, vous abandonnez vos enfants, vous ne vous en occupez pas, et puis après ils deviennent des danseurs de Colombia, des mangeurs de cocaïne, des consommateurs de Jordan, on les achète avec des Jordan pendant les élections présidentielles. C'est pas normal ce que devient ce pays. C'est pas normal. Je suis au regret de le dire, mais une voix doit se lever pour dire stop. Il faut qu'un miracle se passe dans notre pays. Le peuple doit utiliser son pouvoir pour changer les choses. Je réponds à Abraham Moïse en lui disant que si je réponds à certains commentaires, c'est pour me donner aussi l'occasion de délivrer mon message. C'est pas que ça me touche pas. Les gens qui me critiquent, ils ne représentent même pas les 5% de ce que je suis. Et moi, je ne me vante pas. Parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Parfois, quand je me vante, je fais un peu de vantardise, mais c'est juste pour m'amuser et faire un peu de provocation et me rappeler à moi-même que je ne suis pas n'importe qui. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur propre puissance, qui vivent à Machibichos dans la nullité, qui acceptent de se laisser marcher sur les pieds par un Oligingema. Président, mais il est quoi? Il est quoi? Bon sang de bonsoir. Comment les Gabonais peuvent accepter ça? Vous avez les mêmes qu'on a cassés là-bas. C'est les mêmes qui chantaient parce qu'ils dansaient bien. Parce qu'ils faisaient le hip-hop. Il faut une révolution au Gabon. Une révolution culturelle. Une révolution intellectuelle. Une révolution politique, économique. Il faut changer ce pays. On ne peut pas vivre 7 ans avec ce pouvoir-là. Ça n'est pas possible. Si vous acceptez ça, moi, je pourrais m'en sortir. Je peux prendre n'importe quelle nationalité que je demande, je mets en avant mes connaissances, et puis qui va me refuser? On m'a déjà proposé combien de fois? Même en France, on m'a proposé d'être député ou sénateur depuis longtemps. J'ai toujours refusé. Pourquoi? Pour le Gabon. Et c'est au Gabon que des gens qui ne vont jamais sortir de leur pays, qui ne vont jamais devenir, eh bien, ils ne veulent pas comprendre les gens qui sacrifient leur vie pour eux et qui ne se vantent pas. Hein. Au Gabon, on salue les criminels, les bandits. Plus on est tueur, voleur, fornicateur, violeur, bandit, menteur, là, vous êtes un héros au Gabon. Mais je crois quand même dans ce peuple parce que, de par mon éducation, je sais que le Gabon est une terre bénie. Et lorsque j'étais au gouvernement, et je vais finir ce point-là qui était long, je crois que mon intervention d'aujourd'hui, ça va aller loin, ça va prendre du temps quand même, parce que je ne vais pas toujours revenir vous parler, mais au moins c'est enregistré et ça reste. Eh bien, quand je conclus en fait sur cette question de la responsabilité de mon expérience au gouvernement. J'ai vu un pays que les gens n'aiment pas. Le Gabon est comme une mine d'or où les gens viennent juste ramasser l'or, mais ils s'en foutent. Ils veulent aller dépenser leur argent. Voilà l'autre imbécile, Martial Ibwanga. Oui, parce que la particularité des Pounous, c'est leur jalousie. Le Ngusu, ça c'est la maladie des Pounous. Tu as proposé quoi quand tu étais avec Bongo?
À Mouabi, aucune trace de ton passage. D'abord, je suis resté 11 mois seulement au gouvernement. Pas comme votre ami Séraphin Mundunga. Il est resté des années avec Ali Bongo. Il a fait quoi? À part tuer des gens. Tuer le ministre Patsi Nziengi. Se baigner dans des bassines de sang avec Ali Bongo. Vous voulez que je parle? Moi, je n'ai pas peur de Mundunga. Qu'il le sache, il va m'écouter. Et je connais tous les complots que les Pounou, sorciers comme toi, Martial Ibouanga, vous préparez contre moi. Je suis resté 11 mois au gouvernement, j'ai monté des grands plans et tous les gens le savent. Et j'ai ramassé des milliards qu'on a refusés pour ne pas aider le Gabon. Allez demander à vos Pounou, Boutamba, tous les sorciers qui sont restés des années avec Omar Bongo ou Ali Bongo. C'est à eux que vous devez demander, vous avez fait quoi? Mundunga a fait quoi à Mouabi? Mouabi est éteint. Les cantons sont éteints. Ça, c'est le travail de Mundunga. Il a eu 5 postes au gouvernement, 5 ministères en même temps. Il a fait quoi? Moi, je n'ai pas attendu d'être ministre pour faire quelque chose pour les Gabonais. Allez demander à Mundunga. En 2013-2014, il avait fait une réforme où il y avait des milliers d'enfants qui ne pouvaient pas passer le bac. C'est parce que vous êtes bêtes comme des Gabonais et que, pardonnez-moi, vous ne suivez pas. Les enfants m'ont imité, ils sont allés devant la cathédrale Sainte-Marie. Ils ont fait la grève de la faim, je suis venu les soutenir. La réforme Mundunga a été annulée sur le champ et des milliers d'enfants de bacheliers ont pu passer le bac. En 2014, 2013-2014, j'étais à l'UPG, c'est grâce à moi. Mais évidemment, tous les Mpaga, les Marcona et Sangui connaissent tout ça, ils sont maintenant à la mangeoire, ils ne vont jamais vous le dire. J'ai fait des choses, je n'ai pas eu besoin d'entrer au gouvernement pour faire des grandes choses, même si je ne m'en vante pas. Mais spécifiquement, pour conclure sur ma présence au gouvernement, j'ai fait des choses. J'ai sauvé l'école du cadastre. J'ai ramené des investissements énormes qui ont été refusés. Parce que sinon, ça cassait le pacte avec le diable, qui consiste à gérer les Gabonais par la misère. Ils le savent. Pourquoi ils ne me critiquent pas? Pourquoi ils ne me répondent pas? Allez demander à Brice Lacruche Alianga, il connaît mon travail. Allez demander à Liban Soleiman. Vous n'êtes rien, vous qui parlez comme des impolis qui manquaient de respect à des grands. Vous n'êtes même pas Pounou, parce que chez les Pounou, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça avec un Nivunda. Donc, j'ai essayé d'agir en tant que ministre de l'Habitat. J'ai découvert ce que Brice Clotaire Oligui a fait. Lorsqu'il casse comme ça, il fait ce qu'on a voulu me faire faire au Gabon. Vendre les terres du Gabon aux sirop libanais. Vendre les terres en partenariat public-privé dans le cadre de la mafia et de la corruption à des opérateurs. Et après, on construit dessus et on se partage l'argent et les Gabonais sont toujours dans la misère. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'allais vous dire que le problème du Gabon, c'est l'argent. Il y a, et je ferai une émission une fois spécifiquement sur le problème économique de notre pays, sur la politique financière. On a interdit à Kémy Séba, Mundunga a été le porte-parole d'Oligui Nguema pour interdire à Kémy Séba de venir au Gabon parler du franc CFA. Mais sachez que les Gabonais n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a une masse monétaire qui dort dans les banques. Il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas une bonne politique de taux d'intérêt. L'argent n'est pas prêté pour des affaires. Qui a l'argent? Un certain nombre d'étrangers. Il y a beaucoup d'argent dans les banques. Il y a beaucoup d'argent en liquide chez les gens. Mais la majorité de la population n'a pas d'argent. C'est une population de morts-vivants. Une population d'affamés. Une population qui court après le ya, ceci, ya, cela, pour avoir un peu d'argent, pour survivre plus d'une journée comme un animal. Une population chez laquelle on entretient la peur. La peur de la révolution. Quand on va te tuer, vaut mieux que tu vives comme un chien galeux, un chien enragé, un mouton, un mandjango, qui broute là où il est attaché. Donc les Gabonais survivent avec très très peu d'argent et ils sont comme des mendiants. Donc quand tu t'appelles Ben Moubamba, que tu arrives au gouvernement, tous les investisseurs
internationaux se répètent le mot « il y a un ministre là-bas qui n'est pas corrompu, qui ne demande pas des pots de vin, qui ne demande pas des commissions. » Mais ils ont afflué vers moi. Ils ont proposé à l'État gabonais énormément d'argent pour investir dans l'immobilier sur les terres. Mais ça a été refusé par les mêmes personnes que vous, les Gabonais, vous glorifiez. Ça a été refusé et j'étais vraiment abasourdi. J'étais abasourdi. Donc la stratégie d'Oligui Nguema, comme il y a un problème financier énorme dans le pays, ils ont vendu les richesses du pays à perte. Ils ont vendu la mine de Beninga à perte. Ils vendent le pétrole du Gabon à perte. On est en train de perdre les richesses du pays. Le manganèse ne parlait même pas. Le Gabon va devenir un désert parce qu'on aura coupé tous les arbres du Gabon seront mis à terre d'ici 20-30 ans. Ce sera un désert. Vous qui vivez dans l'estuaire, dans les quartiers Penoriti, là, c'était des forêts. Il y avait des pygmées, il y avait toutes les ethnies là. C'était le Gabon là, l'estuaire, ça s'appelait le Mpongo, d'où les Mpongouais, le pays du vent. On a détruit ce pays depuis longtemps, avec les colons d'abord, les Portugais, les Hollandais, les Anglais, les Français, après la Légion étrangère. Actuellement. Tant que le peuple n'aura pas compris que c'est son devoir de faire la révolution, ça va rester comme ça. Parce que là, avec Oligui Nguema, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a activé ce que les nazis appelaient la solution finale. La solution finale. On va vous découper le pays, on va vous tuer, vous allez tous mourir avec on vous empoisonne dans la nourriture, on vous prend les terres, on vous casse les tombes, on détruit votre mémoire, votre identité, et puis le premier qui dit la vérité, on le tue. Qui n'est pas mort au Gabon? C'est ce qu'on me reproche en fait, en réalité. C'est que je ne suis pas mort. C'est comme l'autre, et quand là, l'idiot heureux, l'imbécile heureux, Paul Obama, ou bien il dit, viens parler au pays. Mais c'est pas toi qui me commandes. Désolé, je ne te dois rien. Je rentrerai au Gabon quand Dieu me dira d'entrer au Gabon et je viendrai comme David devant Goliath. Je n'ai pas à obéir aux injonctions de quelqu'un. Bamboudou est mort, ça ne vous suffit pas? Mbaobam est mort, ça ne vous suffit pas? Doukakas Diengi, Renjambet, qu'on célèbre maintenant là. Vous êtes déçus parce que je ne suis pas mort. Et je ne mourrai jamais. Bien au contraire. Bonne chance à mes ennemis. Bonne chance à mes ennemis. Le plan d'Oligui Nguema est simple dans la solution finale. On prend les terres qui ont gagné en valeur là, dans tous les quartiers là, tout. Plein-Oriti jusqu'à Sotega, RTG, jusqu'à Nkembo, Sorbonne Garoutière, Tingele, et puis vous tous là, les pauvres Dunguru qui n'avaient rien, qui êtes pauvres, qui n'avaient pas de travail, pas d'avenir, plein d'enfants, on peut pas aller. On va vous rejeter un peu plus pardon, sur la route de Ntoum dans les forêts et vous allez encore construire des bidonvilles là-bas jusqu'au jour où on va encore vous casser de là-bas. C'est ça le plan. C'est de donner vos terres essentiellement aux Syro-Libanais. Donnez vos terres aux Syro-Libanais parce qu'on sait que vous êtes des peureux, vous êtes des lâches. Vous n'allez rien faire, vous n'allez rien dire, vous avez peur de mourir. Parce que ceux qui ont peur de mourir, ce sont souvent les animaux. Les animaux qui n'ont pas peur de mourir, c'est souvent des animaux qui sont dignes des oiseaux, même des serpents et tout. Mais les cochons, les porcs qui vivent dans le sale, dans le game sale, là, dans leur boue, là. Il faut voir un cochon quand on le tue. Oh, c'est l'animal qui crie le plus. Il crie, il a peur de mourir. C'est comme les Oligui, là, les gens des forces de défense et sécurité. Ils aiment tuer, mais quand leur jour, là, les PDGistes, mais quand leur jour de mourir est venu, c'est les plus peureux. Ce sont ceux qui crient le plus. Maintenant que j'ai terminé ce chapitre sur mon rôle au gouvernement, qui a été essentiellement de tenter de créer un nouvel ordre urbanistique
C'était ça, quand vous avez entendu parler du nouvel ordre urbanistique, j'avais reçu de l'argent des investisseurs étrangers. Et je m'apprêtais à faire mieux que le premier mandat d'Ali Bongo. Et quand les gens ont vu que j'étais prêt à le faire, les PDG se sont dit pas question. Ils m'ont bloqué, ils m'ont viré, ils m'ont empoisonné, ils m'ont fait plein de choses. J'ai traversé des moments très difficiles pour l'amour de ce pays, sans me plaindre, sans en parler, et j'ai survécu. Et je rentrerai au Gabon. Bonne chance à mes ennemis. Mes chers compatriotes, dans le deuxième point, je parle maintenant, vous devez écouter ce que je vous dis, sur la signification théologico-politique, spirituelle de l'affaire de Plenoriti. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les religieux, les théologiens, les spirituels, qui ont fait alliance avec la politique. Ils ont reçu de l'argent, ils ont fait des accords, ils ne peuvent plus parler. Même la société civile, même les traditionalistes. C'est un esprit antéchristique qui règne au Gabon. Et c'est ce qui crée un problème théologico-politique. L'esprit de l'antéchrist, c'est quand un homme se prend pour Dieu. Et Oligui Nguema se prend pour Dieu. Il est le chef de tout et le responsable de rien. Il devient un demi-dieu. C'est un problème théologico-politique, c'est un antéchrist. Il manque d'humilité. Ceux qui l'ont aidé, il les a trahis et il négocie des choses sur le dos des Gabonais, en Bagné. Il prépare des accords de partenariat public-privé avec ses hommes d'affaires, surtout syro-libanais, sur le dos du peuple, qui a fait de lui une star. Il est arrivé en limousine, les gens l'ont applaudi, l'ont chanté sa gloire, les romariques, mais il se prend pour Dieu. Il est au-dessus de tout. C'est un problème. Il n'a plus peur de Dieu parce qu'il se prend pour Dieu. D'autant plus que l'esprit de l'antéchrist, il n'est pas que chez les laïcs comme lui, il est aussi chez les religieux. Quand un religieux ou un homme spirituel se met à aimer les choses de ce monde, plus que la spiritualité, il devient aussi un antéchrist. Je sais que ce que je vais dire là, ça va déplaire, mais à la vérité, je me dois de dire, comme dit un journaliste. À la vérité, je me dois de dire. Les religieux du Gabon, pour l'essentiel, ont trahi le peuple gabonais. Et je mets dans le paquet des religieux, mais aussi les forces morales, que sont les associations, que sont les hommes spirituels, les traditionalistes et tout, les protestants, les catholiques et tout ça. Quand je dis ça, c'est pour qu'ils se reprennent. Quelqu'un doit le dire. Même si ce que je dis va encore créer des colères, des réunions, des trucs, moubamba, des gangas, on me lance des sorts, on fait plein de choses contre moi, mais moi, je suis en paix, puisque je ne fais pas ça pour moi-même, je le fais pour les Gabonaises et les Gabonais, même si le peuple ne me comprend pas. Nous avons un problème théologico-politique avec des politiciens qui se prennent pour des religieux, des hommes sacrés, et des hommes ou des femmes soi-disant de Dieu qui se comportent comme des politiciens. Et c'est pour ça qu'il y a une crise, il y a eu une crise humanitaire, elle continue. Dans n'importe quel pays de ce monde, quand il y a des choses comme ça, il y a une mobilisation humanitaire. Vous avez entendu dire que la Croix-Rouge était là-bas? Pourtant, il y a une Croix-Rouge que dirigeait le docteur Patrick Obiang. Vous avez entendu dire que les fondations, les associations se sont mobilisées? Non. Vous avez entendu dire qu'on a ouvert les portes des églises pour conscientiser les gens, pour aller aider les gens qui souffrent? On a sorti un argument fallacieux, on les a payés. Mais les vieux qu'on a vu pleurer au bord des murs des ambassades, là, vous êtes sûr qu'ils ont été payés? Vraiment, vous pouvez le dire. Non, je suis en colère quelque part, excusez-moi. Maintenant, je vais vous révéler le sens caché de ce qu'Oligui Nguema a fait, parce que lui, il est de Ngoni, du Haut-Togo, il ne connaît pas Libreville. Et il n'est pas très compétent intellectuellement, donc il n'a pas fait les recherches. Il ne sait pas ce que c'est que Libreville. Libreville est un paradis terrestre qui a été souillé. Toutes les terres du Gabon,
toutes les terres de Libreville sont sales spirituellement. Ces terres-là sont salies depuis longtemps, depuis des siècles. Mais depuis l'arrivée des Portugais, déjà, quand on faisait la chasse aux esclaves, à Libreville, il y avait des forêts profondes, des grands arbres, il y avait des pygmées, il y avait toutes les ethnies. C'est ce qu'on ne sait pas. C'était presque le pays du Gabon était réuni là, ça s'appelait le Mpongo ou le Nzambia Pongo. Ce qui a donné le peuple des Mpongwe. On était tous des Mpongwe. C'est quand vous avez une montagne comme la Nombakele. La Nombakele, c'est-à-dire la montagne des Akele. C'est-à-dire que quand les chasseurs d'esclaves, portugais, hollandais et autres, poursuivaient les Akele, ils allaient se cacher à Nombakele. Parce que les Portugais, les Hollandais utilisaient notamment, je regrette, les Bengas et d'autres peuples pour faire la chasse à leurs propres frères, comme Oligui fait là. On suivait ses intérêts, on allait capturer ses propres frères pour les vendre. Donc les Akélés qui étaient nombreux là, ils allaient se cacher à Nombakele. C'est pour ça que ça s'appelle Nombakele. Le Gabon est une terre sacrée, le Pongo est une terre sacrée, où on a fait beaucoup de mal. Et cette terre-là, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de gens qui sont morts et qui traînent là, à Libreville et ailleurs. Ils ne savent même pas qu'ils sont morts, c'est des âmes errantes. Et la seule manière qu'on a trouvée pour que ces âmes-là restent calmes, c'est parce qu'il y a des gens qui habitent ces terres-là. Même si c'est des terres où il y a beaucoup de bicoques, de bidonvilles, c'est parce qu'il y a ces gens-là. C'est pour ça que tous ces âmes, tous ces esclaves, tous ces gens qu'on a tués, quand vous avez des noms comme Rapochombo, sachez que le Pochombo là, c'est un Mitsogo qui a fait un enfant métissé avec peut-être un visiteur d'Afrique de l'Ouest, ça a donné Rapochombo. Rindama, ça veut dire aussi, c'est pareil, c'est du métissage. Et il y a beaucoup dans la nation Omiene, les Mpongwe, les Gallois, les Nkomi, les Orungu. Il y a des mélanges comme ça entre les tribus de base qui étaient là et le mélange qui est venu de l'extérieur. Et il y a beaucoup de souffrance. Quand vous voyez la pollution des bassins versants, les gens qui jettent du caca, du gasoil, des choses dans les bassins versants, ce sont des rivières qui sont habitées par des forces angéliques. Que ce soit des anges ou des démons, peu importe, mais il y a des forces qu'il faut considérer là et qu'il faut bien traiter. Quand on est président du monde visible et président du monde invisible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une âme pure. Mais ce qu'Oligui Nguema a fait à Plonéréti, il a dérangé. Il a dérangé parce qu'il n'est pas de Libreville, il est de Ngoni et c'est un enfant qui n'a pas une formation profonde. Et ça se voit. Parce que lorsque tu vas casser les gens dans des bicoques, c'est pour ça que moi j'avais parlé du nouvel ordre urbanistique qui consistait à redéployer la ville ailleurs et améliorer là où sont les gens petit à petit en faisant ce qu'on appelle un urbanisme de façade. J'ai vécu à Moscou, je sais ce que c'est un urbanisme de façade. À Moscou, quand vous passez dans les grandes rues, vous ne voyez que de la beauté, des choses qui valent cher. Mais quand vous entrez à l'intérieur, derrière cet urbanisme de façade, vous voyez des choses pauvres, parfois même de sortes de bidonvilles qui permettent à des pauvres d'habiter au centre-ville. C'est ça la stratégie de l'urbanisme de façade. On soigne les abords, on soigne les façades, mais on permet aux pauvres de rester au centre-ville. On ne les chasse pas à Coltan ou à Antoum ou dans les forêts parce qu'on a vendu les terres aux Libanais. Ou aux Syro-Libanais. Donc, dans les casses qu'on a vues là, ce n'est pas juste le fait de casser les gens. Sachez que, on dit que Dieu est dans le temple, mais sachez que le premier temple, ce n'est pas l'église de tel pasteur ou de tel archevêque. Le premier temple, même dans la Bible, l'église qui est dans ta maison, dans la lettre que Jean a fait aux églises, il salue
les chrétiens en leur disant l'église qui est dans ta maison. Donc même une maison pourrie, c'est un temple. Tu n'as pas le droit de la casser n'importe comment. Avant de casser cette maison, il faut que tu prennes toutes les conditions pour que le jour où la personne va quitter cette maison, elle va même aller en chantant, en étant dans la joie. C'est pour ça qu'il est écrit, je ne sais plus dans quel psaume, j'étais dans la joie quand on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. On ne peut pas créer une telle douleur. La bicoque, la maison pourrie, la maison en planche de quelqu'un, c'est son église, c'est son temple. C'est sa vérité. C'est là qu'il a copulé avec sa femme pour faire ses enfants. C'est là qu'ils ont réglé tous les problèmes. C'est là qu'ils ont leurs souvenirs. Tu ne peux pas venir, monsieur Oligingema, avec ton caterpillar pour tout casser parce que, soi-disant, les terrains sont à l'État. Mais tu mens. Parce que l'État, c'est qui? L'État, c'est la matérialisation du corps de la nation. L'État, c'est pas le monde imaginaire, le Ligingema. L'État, c'est la matérialisation physique du corps de l'État, du corps de la nation. Et la nation, c'est qui? La nation, c'est le peuple. La nation, ce sont tous ces gens que vous avez mis à la rue n'importe comment. Il y a beaucoup de stratégies pour gérer ce genre de problème, mais on n'a pas le droit d'une part. Ce que vous ne savez pas, c'est que tous ces endroits, la Pénorité, on vous a caché beaucoup de choses. Et les gens qui ne sont pas de Libreville ne connaissent pas ça. Et les sages sont devenus des vieux sorciers qui ne disent plus la vérité. Il n'y a plus de sages au Gabon. Si c'est Dieu de Nébert, c'est pas la peine, c'est un sorcier. Il va rien vous dire. Et tous les autres que vous voyez là, le vieux de Sekagadi, je pourrais citer, ils sont nombreux là, ils sont pas bons, ils sont méchants. Ils n'aiment pas les gens, ils n'aiment que eux. À 90 ans, ils seront toujours là sans avoir transmis la moindre connaissance. Ils ne vous diront pas que Pénorité, là, c'était un endroit où, partout où vous voyez là, il y avait des temples partout, des temples traditionnels. Il y a des mémoires. Et on a enterré beaucoup de gens là. Des gens qui sont comme des âmes errantes, qui sont toujours là. Et qui étaient calmes parce qu'il y avait ces maisons là. Oligingema est venu déranger quelque chose de spirituel. On ne fait pas les choses comme ça. Il y a des réparations à faire maintenant. Les gens ne savent pas que à la montée de lui là, pourquoi Dieu de Nébert, s'il est un vrai sage ou Pongoué, mais qu'il vient de dire aux gens qui étaient la grande prêtresse Nganga féminin qui s'appelait Onganga, la montée de lui là, Jeanne et Bori, il y avait des temples partout, on initiait les gens là. Tous ces endroits-là, il y avait ou des cimetières, des temples, des ilombos, des bouitis. Nos traditions sont sacrées. Moi, je ne suis pas initié aux traditions sacrées, mais je sais que j'ai vécu des choses avec ma mère, j'ai vu des choses. Nos traditions sont sacrées. Il faut aller au-delà de la religion. Il faut aller au-delà des religions pour trouver la vérité. C'est pas suivre la religion comme des idiots alors que vous êtes en train de vivre des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues et vous écoutez des pasteurs, oui papa, des évêques, oui monseigneur, mais vous ne réfléchissez pas avec votre intelligence, avec votre âme. Donc tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux être ce que tu veux, mais ne sois pas un idiot. L'Agnel Ongali, c'est le cul de ta mère que tu insultes, excusez-moi. Je sais que je parle à tout le pays, mais je parle en vérité. Couillon, vient te mais c'est le cul de ta mère et le con de ta mère que tu insultes. Donc, Paul Obamobian, Ben Mobamba, vous n'êtes plus crédible, mais allez-y, allez-y. Donc, c'est Oligingema qui est crédible. Il vient vous casser. Il est crédible. Il vient faire torturer l'adjudant Intel au B2. Lui, il est crédible. Il vole l'argent de Webcore. Il est crédible. Vous voulez que je continue? Il était dans le commando qui a tué le commandant Emar Mbina de la marine marchande, mais il est crédible. Mais vous me faites rire. Vous les Gabonais, Paul Obamobian, vous êtes bêtes comme un Gabonais. Les gens qui sont des criminels sont crédibles. Les gens qui essaient... Mais je ne cherche pas à avoir votre accord, monsieur Paul Obamobian. Je ne cherche même pas à plaire à qui que ce soit quand je parle. Je parle comme quelqu'un qui doit parler. Je n'ai pas besoin de vivre au Gabon, comme vous. Et c'est pas moi qui souffre.
Et je continuerai de parler. Parce que je continuerai de croire dans l'idée que j'ai du Gabon. Et je n'ai pas besoin de séduire les Gabonais. Voilà, que vous le sachiez. Les 94% des Gabonais que j'ai vus aller voter pour leur bourreau, moi je vais essayer de les convaincre de quoi? Je n'ai pas besoin de votre accord. Mais par contre, je continuerai de croire à mon destin, de croire en Dieu, de croire à la mémoire, de croire en l'identité, à la terre. Mais quant aux Gabonais, pour l'instant, je pense qu'il y a un grand travail à faire parce que les Gabonais sont au Balango, ils sont à terre et ils sont quand même contents d'être en terre pour la plupart. Donc, qu'ils continuent d'être à terre. Est-ce que c'est moi qui suis à terre? Moi, je ne vis pas à Matibichos. C'est vous qui vivez au Gabon. Mais je continuerai à croire dans la mémoire, dans l'identité, dans la terre, dans les ancêtres. Et je fais tout ça pour la mémoire. L'autre Paulin au Bamobian. Tous ceux qui sont avec Oligui Nguema, ce sont ceux qui vous ont tué, qui vous ont torturé, qui vous ont volé, qui vous ont criminalisé rituellement. Allez les voir, ne perdez pas votre temps sur mon live. Je n'ai pas besoin de vous. Et je n'ai pas besoin de vous convaincre. Foutez le camp. Allez sur le truc de Oligui Nguema. C'est lui, Romaric, c'est lui, Josué, qui est revenu comme un militaire. Ah, commando. Mais allez-y. Allez-y. J'ai vu encore comment les militaires en question arrêtaient et bastonnaient les gens à Franceville récemment avec des fusils. Ceux-là, ils sont crédibles, mais vous faites pitié. Mes chers compatriotes, vous êtes les victimes d'un plan d'extermination. Je suis obligé de vous le dire. Je ne sais pas si le Gabon va s'en sortir. Pour être honnête, je ne sais pas. Mais vous pouvez compter sur moi pour me battre jusqu'au bout pour l'idée que j'ai de la nation, parce que je ne cherche pas à être crédible auprès des Gabonaises et des Gabonais. Parce que je ne crains que Dieu, je ne crains pas les gens. Les gens, dès mon apparition au Gabon, dès ma première grève de la faim, les gens disaient déjà, mais qui l'a envoyé? Oh, ça c'est les choses des Blancs. Oh, lui aussi il abuse. Quand je suis allé à l'Union nationale, j'ai été combattu par les extrémistes FAN, là-bas. Le jour de la mort de Baobam, j'ai failli être lynché en 2015 au siège de l'Union nationale. Quel crime avais-je commis en ce genre-là? Je m'étais juste retiré de l'Union nationale parce que je savais que Pierre Claver-N'Zeng n'était pas mort de mort naturelle. Je n'avais plus confiance. Et on m'avait envoyé à Addis Abeba en 2011 comme dans un piège. Allez demander à Ntoutoumbaï, c'est lui qui a payé mon billet pour aller à Addis Abeba. Donc j'ai toujours lutté comme un poisson qui remonte la rivière pour aller enfanter en haut de la rivière la génération d'après, le monde d'après. Donc je suis remonté dans tout mon parcours politique, c'est une remontée. Comme on dit dans un film qui s'appelle Matrix, il y a un architecte qui représente l'entité supérieure, peut-être le grand architecte de l'univers. Moi, bon, bref. Il dit à l'élu, Néo, il lui dit, la fonction de l'élu, c'est de remonter vers la source pour aller inséminer dans la matrice un nouveau programme que moi j'appelle le Gabon d'après. Et c'est pour ça que nous, les Pounous, éléphants et tous les autres, on connaît à la saison sèche, il y a des petits poissons qui vivent dans des petites flaques d'eau. Chez nous, les Pounous, on les appelle les malouls, des louls. Ils sont là dans la sécheresse, en haut de la rivière. Ils vivent dans des petites flaques d'eau, ils sont tout petits. C'est la génération d'après. C'est eux qu'on appelle le Gabon d'après. Ils sont là, ils souffrent pendant les saisons sèches. Ils sont là dans leur trou, mais pas le trou de Mundunga, le trou de la mort. Ils sont dans le trou de la vie. On appelle ça, chez les Pounous et chez les autres, vous avez d'autres noms, des loulous. Et les Canadiens appellent ça le saumon. C'est un
C'est un poisson qui a remonté toute la rivière avec plein d'enfants dans son ventre. Il les a accouchés en haut de la rivière. Il a fini sa mission là. Et les enfants qui sont nés là, dans cette poche d'eau, attendent la saison des pluies. Et quand la saison des pluies arrive, il y a la nouvelle génération, les élus. Ceux-là, ils descendent le cours de la rivière. Ils vont devenir les poissons d'après, le Gabon d'après. C'est pour ça que moi qui ai vécu au village, et c'est ce que j'ai de plus que certains acteurs gabonais, même si j'ai grandi à Libreville, mes parents avaient l'intelligence de m'emmener chaque fois au village toutes les saisons sèches pendant les vacances, dans les environs d'Oyane, en allant vers Lambaréné, et j'allais dans les rivières, j'allais dans les champs, et c'est là que j'ai reçu tout mon enseignement du Gabon d'après et de la beauté de la nature. Et je me souviens qu'une de mes grandes tantes me disait « Petit Moubamba, regarde, les petits poissons, les petits crabes, il ne faut pas les tuer. Il ne faut pas les déguerpir. Il ne faut pas les chasser de leur maison. Il ne faut pas les manger. » Alors j'ai dit à ma grande tante, elle s'appelait Mama Zibo, c'est-à-dire la maman champignon. Beau. Je lui ai dit, mais pourquoi je ne dois pas attraper les petits poissons, les petits crabes? Elle m'a répondu, mais si tu détruis les petits poissons, les petits crabes, la génération d'après, qu'est-ce que tes enfants vont manger quand ils seront grands? Qu'est-ce que tes enfants vont manger quand ils seront grands? Si tu détruis la génération d'après. Et ça, c'est le crime que je reproche le plus au système gabonais. C'est d'avoir sacrifié la génération d'après, en les appelant la jeunesse est sacrée, c'est-à-dire la jeunesse est sacrifiée. Et ce qu'Oli Nguema fait, c'est du mensonge, c'est la même tradition, c'est sacrifier les gens. Vous prenez maintenant les bacheliers, vous les mettez dans les internats, ils sont déstabilisés émotionnellement, on ne sait pas s'ils vont réussir leur bac, c'est trop tard, vous avez fait des dégâts. Ça s'appelle sacrifier la génération d'après. Tous les enfants que vous avez vus manger le pain dans la rue, sacrifier la génération d'après. Parce que tous les enfants n'ont pas la même force que moi. Moi, j'avoue que je suis trop fort, même si ça vous déplaît. Je n'ai pas besoin de convaincre les Gabonais. Je sais que les Gabonais, il suffit que tu leur donnes 5 000 francs, votez pour moi. J'ai été candidat à Moabi, j'ai gagné les élections, mais on a payé des gens, on leur a donné un peu d'argent, on a bousculé les choses. Les Gabonais sont trop dans leur souffrance, dans leur misère, ils sont prêts à vendre leur dignité. Donc moi, je vais me plaindre des Gabonais fatigués pour rien. Je sais que pour l'instant, les Gabonais sont sacrifiés. Les poissons qui sont là-bas en haut de la rivière, ils sont en train d'être étouffés. Ils sont en train d'être étouffés par ceux qui viennent faire des plantations, là, c'est-à-dire Oligui, ses amis, ils vendent bagnier, ils font ce qu'ils veulent avec les contrats miniers. Ils gagnent même de l'argent en vendant le drapeau gabonais à la flotte fantôme russe. Moi, j'aime beaucoup la Russie, je suis pro-russe, mais je ne trouve pas normal que du pétrole sanctionné. Il y a eu les Gabonais ne sont pas au courant, mais il a fallu avoir un déclenchement de guerre presque mondial entre la Russie et l'OTAN, l'autre fois en mer Baltique, à cause du Gabon. Il y avait un tanker, flotte fantôme, avec un drapeau gabonais, que la Lituanie a failli arraisonner. La Russie a dû envoyer des avions de chasse prêts à ouvrir le feu pour qu'on n'arraisonne pas ce bateau qui transportait du pétrole russe avec un drapeau gabonais. Rien n'est clair dans ce pays. Management de mafia, de pourriture. Moi, je n'ai pas besoin de venir dans un pays comme ça. Je sais quand est-ce que Dieu me demandera de revenir au pays. Je n'ai pas de crainte. Je n'ai pas besoin de vivre au Gabon. Moi, je suis bien là où je suis. J'ai déjà vécu ma vie dans des conditions que vous n'imaginez pas. J'ai des contacts dans le monde entier. Je suis respecté dans le monde entier. Vous ne pouvez pas me mettre au niveau de quelques personnes qui se vantent alors qu'ils ne sont rien. Je ne pense pas que quelqu'un, je regrette que des gens qui me parlent, ils sont sortis de la prestigieuse
EHESS à Paris, vous ne savez pas ce que c'est. Vous savez, ça fait partie des 4-5 plus grandes écoles supérieures françaises. Et c'est un enfant né à la Sorbonne, dans le Matiti de la Sorbonne, qui est sorti de là avec les félicitations du jury. Idiot utile, Paul Obamobian, imbécile heureux, je ne viendrai pas aux élections législatives de ton Oligingema, il peut se les mettre où je pense. J'en ai rien à faire de ces élections. Je prie seulement pour qu'il ait une crise cardiaque, un AVC, et que Dieu l'enlève. Allez le lui dire que Moubamba a dit ça. Je n'ai pas peur de lui, je n'ai pas peur du système gabonais. Faites comme vous voulez, mais je n'ai pas besoin de vous. Avec ou sans vous, je deviendrai ce que je dois devenir. Et vous m'obéirez. Je ne vous maltraiterai pas, mais je sais qui vous êtes. Vous êtes peureux, vous êtes lâches, vous êtes des gens qui n'avaient aucune conscience de la mémoire, de l'identité, de l'importance des terres. Vous ne savez pas que dans les déguerpissements-là, ce n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte hautement spirituel et dangereux. Vous cassez les gens sans faire de rituel, de demande de pardon aux ancêtres ou de réconciliation avec les entités supérieures et extradimensionnelles de ce pays, que tous les gens qui sont dans les rites traditionnels connaissent. C'est pas juste aller manger des bogas ou d'aller raconter des bêtises dans des églises ou dans des mosquées. Nous avons des traditions qui sont pas juste de la magie ou de la sorcellerie, mais de la sagesse. Vous avez cassé, mais vous avez cassé des temples. Et ça, c'est un grave péché. Vous avez cassé des temples. Vous avez heurté la mémoire et l'identité. Et c'est pas parce que vous allez faire vos petits business là que vous allez réussir. Vous n'allez pas réussir. Avez-vous remarqué qu'Oligingema, en 2 ou 3 mois de mandat, il a déjà plus de 10 ans de vieillesse? Le monde invisible du Gabon n'est pas avec lui et il le sait. Le monde invisible du Gabon n'est pas avec toi, Oligingema. Tu le sais. Tu peux forcer, tu peux tuer qui tu veux. Tu peux faire du banditisme, menacer les gens, parce que le monde spirituel n'est pas avec toi. C'est pas les conneries que Junior Ndondon a fait au stade là qui nous impressionnent. Le monde spirituel et invisible du Gabon n'est pas avec Oligingema. Il force. Il n'a qu'à forcer. Est-ce que c'est mon problème? Ce pays ne m'appartient pas, ce pays n'appartient pas au Oligingema, ce pays n'appartient pas aux Fan, aux Pounou, aux Miené-Major. Ce pays a des contrôleurs, hein. Ce pays a des propriétaires. Et Omar Bongo, en 2007, dans son discours d'adieu, l'a clairement dit. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire. C'est vous qui avez porté le sac d'Omar Bongo, vous étiez là quand il a dit ça. Mais comme Oligingema est plus fort que tout le monde, il est le président, il est le chef de tout et le responsable de rien, mais on le regarde seulement. On le regarde. Paul Obamobian, mais dégage, mon Dieu. Tu embêtes. Tu es un petit rigolo. Tout ce que tu dis, c'est des conneries. Tu n'as qu'à aller voir Obiangema Junior. Va t'amuser avec ses fusils. Bata, Malabo, et c'est mieux construit. Va t'amuser sur la page d'Obiangema. Tu me fais perdre du temps. Mes chers compatriotes, je vais maintenant arriver à la fin de mon propos qui a été exceptionnellement long. Je me suis amusé aussi à répondre à quelques des gens qui ne sont rien intellectuellement, spirituellement, humainement, qui se cherchent. Je suis obligé de leur parler un peu comme un père, en les talochant un peu. C'est des petites taloches que je leur fais parce que je vois bien qu'ils sont mal éduqués, mal élevés. Ils connaissent probablement pas leur père comme beaucoup d'enfants et donc ils n'ont pas de repère. Ils viennent s'amuser là parce que tu as mis une cravate, ça ne te rajoute rien. Essaye de devenir quelqu'un qui est courageux, qui est profond, qui a un bangala, c'est-à-dire une puissance entre les jambes et qui est dans tout son être et qui se bat, qui ne cherche pas la facilité autour de l'argent, du matérialisme.
Je vais donc terminer mon propos d'aujourd'hui sur quelques propositions par rapport au problème des déguerpis et au problème du foncier sur le plan politique. Donc je vais faire 3 propositions sur le plan, un plan politique, un plan intellectuel et un plan spirituel. Les Gabonais n'aspirent qu'à une chose d'après ce que j'ai constaté. Ils n'aspirent qu'à vivre une vie normale sur une terre enfin normalisée, mais pas que là, depuis toujours. Nos arrière-grands-parents se sont battus contre les Blancs pour ça. Les esclaves qui se faisaient attraper, qui fuyaient comme les Akélés, allaient se cacher en Ombakélé et tout ça, ils se sont battus pour avoir une vie normale sur une terre normalisée. Ils n'y sont pas arrivés parce qu'il y a trop de traîtres dans le pays, des gens qui par peur, par facilité, par manque d'intelligence sont prêts à torturer les autres, à les sacrifier, à casser leurs maisons, à les déguerpir pour juste servir leurs intérêts particuliers. Sur le plan politique, je pense que Oligui Nguema, puisqu'il est au pouvoir, tant qu'il est au pouvoir, ce qu'il a proposé, il doit le changer. Il ne le fera pas, bien sûr, parce qu'il est trop imbu de sa personne. Mais si j'étais lui, par rapport au problème des déguerpis, il dit qu'il fait une commission. Mais moi, je sais, en tant qu'ancien vice-premier ministre, que quand on fait une commission, c'est pour enterrer les choses. Dès qu'on vous dit on fait une commission, ça veut dire qu'il n'y aura rien. Il devrait déjà arrêter ça. Il est chef du gouvernement. Il faut qu'il prenne le dossier en main. Il faut qu'il s'entoure d'experts, qui lui fassent des propositions pour dire « Monsieur le Président », puisqu'il adore ça, se faire appeler comme ça, en tant qu'expert, nous pensons que pour régler le problème des déguerpis, on peut régler ça en quelques jours si on veut. Il faut rassembler toutes les forces vives de la nation et que chacun fasse déjà des propositions pour régler l'urgence humanitaire. C'est quoi l'urgence humanitaire? C'est déjà d'enlever les gens qui sont dans la rue, qui dorment là comme ça. C'est une vie qui est indigne d'êtres humains, c'est honteux. Il faut associer en même temps les personnalités politiques qui ont des moyens, l'opposition, le pouvoir. Il faut trouver de l'argent, faire une caisse commune. Il faut que les gens aient des enveloppes, ceux qui sont vraiment dans des situations humanitaires exécrables. Il faut les hommes politiques qui aident, il faut les religieux, à commencer par l'archevêque de Libreville, il habite à côté, les Ngoussi, les pasteurs, les machins, les éveillés, les protestants, les imams, les fameux rosicruciens là, ils foutent quoi? La Rose-Croix au neuf là-bas, dans leur laboratoire satanique, mais qu'ils prouvent qu'ils sont vraiment humanistes. La Rose-Croix là-bas, qu'est-ce qu'ils font au neuf? C'est maintenant qu'ils doivent montrer ils sont humanistes. Et les francs-maçons, c'est bien beau d'aller avec vos tabliers faire les malins, je vous connais très bien. Faites vos malins dans les loges, mais montrez que vous êtes des frères de lumière, des sœurs de lumière. Faites quelque chose. Les ministres, vous pouvez faire... faites comme les Européens, les Occidentaux, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, mais quand il y a une crise humanitaire, tout le monde participe pour aider. Et c'est bien géré. Il faut faire appel à toutes les forces vives de la nation pour que la crise humanitaire qui a été créée, même si c'est caché, les gens reçoivent de l'aide. La Croix-Rouge sert à quoi? Les ambassades. Le PNUD. Il est du devoir d'Oligui Nguema, au lieu d'utiliser son bangala pour casser, pour faire du mal aux gens, il doit l'utiliser pour transmettre une énergie positive aux gens. Ça, c'est sur le plan politique, il faut rassembler tout le monde. Parce que quand tu deviens président, tu ne deviens pas un bourreau ou un tortionnaire, tu deviens le père de la nation. Est-ce qu'Oligui Nguema sait ce que ça veut dire, être père de la nation? Mais je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Donc toi, tu voulais juste être président. Tu ne savais pas que être président, c'est souffrir. C'est ce que m'a dit un jour Casimir Oyemba, un homme que je respectais beaucoup. Mari de
Paulette Missambo, qui devrait le dire à Oligui. Un jour, il est venu à Paris, quand j'étais à l'Union nationale, il m'a dit, Moubamba, fais attention à nous. Fais attention à l'Union nationale. Il m'a dit, fais gaffe. Il m'a dit deux choses. Il m'a dit, un politicien ne peut peser sur son pays, un politicien gabonais, que lorsqu'il est présent. Ça, j'ai retenu. Mais il m'a dit une autre chose qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit, Ben, il m'a invité dans un beau restaurant, il m'a longuement parlé, je ne sais pas pourquoi. Il est venu spécialement de Libreville pour me parler et me donner des conseils. Il n'était pas tribaliste comme certains. Casimir Oyemba, c'était un homme ouvert. Il m'a dit, si je suis devenu un homme politique, Casimir Oyemba, c'est parce que les bilobes, les pounous, les bilobes, et mon propre parent, qui est décédé récemment d'ailleurs, a animé sa campagne. Quand Omar Bongo l'a appelé et qu'il a fallu qu'il trouve un siège en Toum, tous les bilobes sont allés le soutenir, et notamment des gens de ma famille. Il m'a dit, Ben, les gens veulent être président, mais ils ne savent pas que sous le fauteuil présidentiel, il y a un feu. C'est pas tout le monde qui peut supporter le feu là, qui te pénètre par les fesses, par le chakra. Donc, Oligui Nguema devrait entendre ça. Devenir président, c'est pas juste jouir. Devenir président, c'est souffrir. C'est souffrir et supporter la souffrance, la douleur de porter une nation, d'être le père d'une nation. C'est pas se comporter comme un colon fouettard qui fouette les gens pour se faire plaisir, qui tue les gens par rancune pour se venger. Être président, c'est un service, c'est pas un droit. Donc, au plan politique, je pense qu'Oligui Nguema doit rassembler toutes les forces vives de la nation et que chacun participe. Si l'État ne peut pas tout faire, il faut régler la situation de crise humanitaire, mini-crise humanitaire créée par les évictions des gens sans aucun plan. C'est ça le problème. C'est se comporter comme si les populations qui vous ont voté étaient des prostituées. Alors que même les prostituées, il faut les respecter. C'est pas parce que vous avez payé une prostituée, que vous avez couché avec elle, que vous devez la tuer ou la frapper. Il y a un minimum de respect, même envers les prostituées. Ce que vous n'avez pas fait avec les Gabonaises et les Gabonais de pleine Oriti. Alors on va dire, Moubamba, Ngondje, tu as fait expulser. Mais non, pas du tout. Ali Bongo et Liban Soleiman et la Cruche ont profité d'un voyage qu'on m'a envoyé à Singapour, négocier des gros contrats pour le Gabon. En décembre 2017, ils m'ont envoyé en mission à Singapour, avec femme et enfants d'ailleurs, ma femme et mes enfants. Je me suis demandé pourquoi. J'ai bien négocié le nouvel ordre urbanistique, j'ai eu des... Et puis derrière moi, ils ont donné l'ordre d'expulser les gens. Ils ont donné l'ordre. Et c'est tombé sous la responsabilité du ministre de l'Habitat que j'étais, alors que j'étais en voyage. Je n'étais pas au Gabon. Il suffit que vous tapiez mon nom, Ben Moubamba, voyage à Singapour, 2017. Vous verrez que je n'étais pas là. Et qu'ils ont accompli ce plan de chasser les gens, n'importe comment, pour me salir, pour me mettre ça sur le dos. Parce que, comme m'avait dit Mbaobam, mais je n'avais pas bien écouté, Mbaobam en 2010, décembre 2010, il m'a dit, Ben, j'ai été PDGiste. N'oublie jamais une chose. Les PDGistes ne partagent jamais le pouvoir. Jamais. Va le dire à Mamboundou. J'ai appelé Mamboundou pour essayer de le lui dire. On ne l'a pas passé. Et résultat des courses, il a été assassiné quelques mois plus tard parce qu'on négociait à la demande de Sarkozy le poste de vice-président du pays. Mais les PDGistes qui ne partagent jamais le pouvoir ont dit si Mamboundou devient vice-président, il va tellement briller que Ali va être inexistant. Il faut le tuer. Ils l'ont tué.
Moi, en devenant vice-premier ministre, je brillais même parfois plus que le Premier ministre. Ils ont décidé de me tuer de plusieurs manières, y compris le poison. Mais ils n'ont toujours pas compris comment j'ai survécu. Ils ont fait des choses ignobles. Je ne peux pas en parler. Juste un exemple. Ils ont pris mon nom, le nom des gens de ma famille. Ils sont allés faire, mettre ça dans la bouche de quelqu'un qui était décédé. Une magie noire. Il y a même un grand opposant qui a fait une magie ivoirienne. Il a enterré un bœuf vivant. Il a laissé le corps à l'extérieur de la terre, là-bas au Cap. À mon nom, le bœuf là, c'était moi. Et le temps que le bœuf était en train de crier, d'hurler, de mourir pendant des jours, c'est un grand opposant, je ne vais pas citer son nom, il est tellement connu. Le temps que le pauvre bœuf était en train de mourir et de pourrir, c'était une magie qu'on a fait pour que le peuple gabonais se révolte contre moi. C'est une magie, je ne vais pas, c'est une magie venue d'un autre pays, je ne vais pas vous citer le pays pour que vous ne le reconnaissiez pas, mais s'il m'écoute, il saura que je sais qui m'ont fait ça. Mais je suis libéré de tout ça maintenant, depuis longtemps. Dieu m'a libéré et je le remercie pour ça. Proposition spirituelle, je ne serai pas plus long. Il faut une cérémonie de réparation spirituelle. Oligui doit le faire. Il faut que les traditionalistes, les chrétiens, les musulmans aillent demander pardon à Dieu et aux entités qui sont là, dans ces coins, dans toutes ces terres qui sont bénies. Sur toutes ces terres, il y avait des cimetières, des grands bantous. On a cassé toutes les tombes, même les tombes qui sont entre l'Immaculée et Gabo-Cep. On a marché dessus, boulevard Bessieux. Tous les gens qui sont morts là, c'est des âmes errantes. Le Gabon a énervé beaucoup de choses sur le plan spirituel. On n'a pas respecté l'urbanisme spirituel, traditionnel. Vous allez voir les pays qui marchent comme le Japon, la Russie, les États-Unis, la France, c'est des pays où on respecte le plan d'occupation des terres et on respecte les ancêtres, on respecte les morts, on respecte les monuments parce que dans tout ça, il y a de l'énergie. On ne vient pas avec les caterpillars, on casse tout. Parce que si vous faites ça, vous perdez vos bangalas. C'est pour ça que l'enfant dit à son père, je vous ai dit tout à l'heure, il dit à son père, ton bangala, tu n'es pas puissant, donc je ne peux pas te suivre, papa. C'est très important ce que je vous dis sur le plan spirituel, parce que si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre comment l'Iran ou le Liban, ils sont soit la richesse financière ou même militaire. Mais c'est des choses qu'ils ont découvertes au Gabon. C'est des choses qu'ils ont découvertes au Gabon. Pourquoi il y a autant de Libanais au Gabon et en Afrique? Vous devez savoir que là où il y a du progrès technologique, du progrès financier, ce sont des gens qui ont étudié les entités, les corps, pour inventer l'ordinateur. On a découpé les corps. On a vu que le cerveau, c'était un moteur, que les nerfs, c'était de la fibre optique, que les câbles sous-marins, tout ça est copié sur le corps. Et on transforme ça en technologie. Et on domine. Quand vous voyez les super missiles iraniens en ce moment, qui sont en train de tomber sur Israël, sachez que ces sciences-là sont parties d'Afrique, du Gabon notamment, sont passées par le Liban, notamment par la communauté chiite, et ça a été transmis jusqu'en Iran. Mais vous ne savez pas comment ça fonctionne. Demandez-vous pourquoi dans le plus petit village du Gabon, il n'y a pas un Gabonais qui fait des affaires, qui n'a pas une boutique ou qui a une boutique. C'est toujours la Légion étrangère. On n'a rien contre, mais il faut réformer tout ça de telle sorte qu'il y ait dans certains pays, on dit oui, l'étranger à 49%, le local, celui qui est du pays, à 51%, ou l'inverse. Mais à 100%, on ne peut pas tout donner. Vous avez donné non seulement vos terres, ils ont pris les terres ancestrales, ils connaissent les secrets de vos ancêtres qui sont enterrés là, ils travaillent avec la terre, et quand Oligui Nguema maintenant veut remettre l'hôtel
Rendama en fonction, il ne vous dira jamais combien Hassan Edjedj, quand il dirigeait Sokoba, combien de Gabonais il a coulé dans les murs du Rendama, enterré dans le ciment du Rendama. Je ne veux pas développer, mais vous ne savez rien. Et vous venez parler à quelqu'un qui connaît et qui ne peut pas parler. Vous avez donné les comptes de vos femmes, de vos sœurs, de vos mères aux Libanais. Et quand les Libanais venaient, les Syro-Libanais, les noms qu'ils venaient, quand ils deviennent Gabonais, les noms qu'ils peuvent faire, c'est des noms pour nous. Parce que les Pounous maîtrisent l'art, ils maîtrisaient l'art de dompter les serpents, qui sont des énergies vibratoires importantes. Et c'est ça que vous retrouvez dans la technologie balistique des missiles. Les missiles qui ont des formes de bangala, de phallus. Ça, c'est une histoire très complexe que vous ne connaissez pas. Mais dégage, Paul Obamobian. Tu n'es pas obligé d'écouter un pauvre bilobe qui t'embête. Je parle de ce que j'ai envie de parler et je finis quand je veux. Donc, au plan spirituel, il faut des réparations. Il faut des réparations. C'est important que le gouvernement soit conscient de ça. On ne peut pas gérer un pays comme des Dunguru, comme des bourreaux, des menteurs, avec le mensonge. Tu vas en bagner, tu vas te cacher au Vatican, tu reviens, tu casses, tu vas te cacher, tu fais venir des gens la nuit, tu les grondes, mais ça c'est quoi? C'est pas normal. On ne veut pas manquer d'égard à celui qui dirige, mais quand même, il faut qu'il se fasse respecter aussi. Il faut qu'il ait de la dignité. On ne respecte que ceux qui vous respectent. Les gens qui ne vous respectent pas, il ne faut pas les respecter. C'est déjà le premier acte de résistance. On ne doit respecter que les gens qui vous respectent. Si quelqu'un ne vous respecte pas, ne le respectez pas. Si le président du Gabon ne vous respecte pas, ne le respectez pas. S'il nous respecte, on le respecte. S'il ne nous respecte pas, on ne le respecte pas parce qu'on n'est pas ces choses. On n'est pas ces objets, on n'est pas ces jouets. On n'est pas il ne nous a pas achetés. C'est une responsabilité qu'il a acceptée, elle est provisoire. Donc au plan spirituel, il faut des réparations, mais je ne sais pas qui peut les faire. Parce qu'on manque de sagesse et des sages dans ce pays. Et je termine maintenant sur le plan intellectuel. Il est nécessaire que, au plan intellectuel, on ait vraiment des états généraux de l'éducation. Des états généraux de l'éducation parce que la plus grande bataille qu'il faut mener au Gabon, c'est l'éducation. Parce que le savoir est une arme. Voyez les Iraniens qui se battent qui sont menacés par le monde entier. Pourquoi ils sont forts? Parce que malgré 20 ans de sanctions, ils ont l'amour, ils sont conscients que leur pays existe depuis 3000 ans. Il existe depuis 3000 ans, ils ont la valeur, ça s'appelait avant l'Empire perse. Ils savent qu'ils ne sont pas n'importe qui. Pendant les sanctions, ils ont formé des gens, ils ont continué à se former, ils fabriquent même des missiles plus puissants, plus intelligents que les Russes, que les Israéliens, que les Américains. Et pourtant, ils sont sous sanctions. Donc, je conclus en disant que tous ces enfants qui traînent, tous ces bébés qu'on méprise parce qu'ils sont dans la pauvreté, toute cette jeunesse sacrifiée, c'est l'avenir du Gabon et l'avenir du monde. Il faut vraiment faire de la connaissance, des savoirs, la priorité. Et c'est pour ça qu'il faut préparer des réformes qui consistent notamment à changer les méthodes d'évaluation. Non seulement investir, pas que sur des salles ou du matériel et tout, ou sur la formation des formateurs, mais il faut aussi changer les méthodes d'évaluation et même les diplômes. Le CEP doit être changé. Le concours d'entrée en 6e, je crois que c'est quelque chose qui ne doit plus exister, même le BPC. Le bac, bien sûr, comme il y a des exigences internationales, on peut le garder, l'améliorer. Mais l'école n'est pas une guerre. On ne doit pas faire la guerre aux enfants. L'État doit payer pour que la matière grise
du petit Gabonais et de toute personne qui vit au Gabon soit vraiment respectée. Moi, je suis un enfant né à la Sorbonne Garoutière. Personne ne pouvait miser sur moi pour avoir 2 doctorats. Et mes enfants, malheureusement, ils ne serviront jamais le Gabon. Mes enfants sont tous des surdoués. Je ne vais pas parler d'eux. Très intelligents. Il y en a un qui sera ingénieur probablement en physique quantique. Il est même plus intelligent que son père. Et les 2 autres, pareil aussi, ils sont plus intelligents que leur père. C'est du sang gabonais, même si c'est des métis. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas les conditions nécessaires pour que ces enfants-là soient aussi au Gabon? Il y a beaucoup de génies dans ce pays, il faut les chercher, il faut les former. Et on doit être un pays puissant, un pays qui entraîne l'Afrique vers un mieux-être. C'est possible de le faire. Malheureusement, je crains qu'avec Oligui Nguema, on n'y arrive pas. Parce qu'il faut être soi-même intelligent pour promouvoir l'intelligence des autres. Ainsi parlait Ben Moubamba, ici, ailleurs et quelque part. Le 19 juin 2025, j'ai témoigné pour la mémoire, pour l'histoire, pour l'identité, afin que nul n'en ignore. C'était long, mais ça restera là pour que ceux qui veulent s'inspirer un peu de quelque chose puissent écouter de temps en temps. Je crois dans le Gabon d'après. Merci et à très bientôt.